Cette présentation porte sur le dogme central de la génétique moléculaire, donc la transcription et la traduction. Nous allons aussi voir la différence chez les prokaryotes, comme les bactéries, et les eucaryotes, donc les organismes multicellulaires, et ceci comprend aussi quelques levures. Nous avons toujours le même résultat d'apprentissage, donc j'explique le mécanisme d'expression génétique, ceci on n'a pas encore fait, la réplication de l'ADN, qu'on a déjà fait, le dogme central qu'on fait à l'aide de nos dernières quelques activités y inclut cette vidéo, et les principales découvertes ayant contribué au développement du génie génétique moléculaire que nous avons fait tout au long de l'unité et que nous allons faire prochainement. J'évalue les enjeux retombés de ceux-ci. Donc, voici la vue globale de la transcription et de la traduction chez les organismes eucaryotes, donc ceux ayant un vrai noyau, où l'ADN est vraiment renfermé à l'intérieur d'une membrane nucléaire. La transcription se fait à l'intérieur du noyau. Puis, en description très brève, la transcription, c'est vraiment juste la formation d'une copie du gène codant. La copie du gène sous forme de ARN-M, donc acide ribonucléique messager, qui est ensuite exporté dans le cytoplasme pour effectuer la traduction. Donc, la copie, le message du code du gène est ensuite traduit en protéines. Donc, le message devient une protéine. Et on va voir prochainement les différences chez les organismes prokaryotes et eucaryotes. Donc, chez les prokaryotes, les bactéries, les cellules n'ont pas de vrai noyau. Donc, l'ADN peut être concentré dans un endroit dans la cellule, mais la transcription peut se faire directement. En fait, la transcription peut se faire en même temps que la traduction. Donc, c'est possible qu'un ribosome se rattache au brin de ARN-M, même avant que la transcription soit terminée. Par contre, chez les eucaryotes, il y a plus d'étapes. L'ADN est conservé à l'intérieur d'un noyau et la transcription doit suivre plusieurs étapes avant que le message soit exporté au cytoplasme. Donc, il y a une première transcription, puis vous voyez dans le diagramme à la droite, le premier transcrit qui est formé directement du brin non codant du gène. Par la suite, il y a des enzymes et des complexes de protéines qui vont rajouter à l'extrémité 5' une coiffe, donc une autre section de ARN-M, et vont aussi rajouter ce qu'on appelle une queue, si vous voyez dans le troisième diagramme, qui est une queue poly-A. Donc, c'est une queue avec plusieurs adénines de suite rattachées ensemble. Donc, ce sont des nucléotides, une queue de poly-A. Finalement, les introns, donc les sections non codantes du brin de ARN-M, sont enlevées, sont excisées. On appelle ceci l'épissage des introns. Et donc, ce qui arrive par la suite, c'est une enzyme appelée ligase va coller tous les exons ensemble. Puis cette séquence d'exons, c'est la séquence qui va devenir par la suite la protéine une fois que le transcrit passe par la traduction. Donc, c'est ce que je viens juste d'expliquer. Donc, le transcrit primaire est modifié avant de rentrer dans le cytoplasme. Les introns, qui sont des sections non codantes d'ADN, sont enlevés par l'épissage. Une coiffe est rajoutée à l'extrémité 5' et une queue polyadénine est rajoutée à l'extrémité 3'. Ces structures-là, la coiffe et la queue, servent à protéger le fragment de ARN-M dans le cytoplasme parce que le milieu, il est beaucoup moins stable que le milieu à l'intérieur qui se retrouve à l'intérieur du noyau. Ceci permet au brin de ARN-M de rester stable pendant une plus longue durée de temps. En plus, la coiffe et la queue permettent aussi ou servent de matrice pour que les ribosomes puissent s'attacher aux fragments de ARN-M. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup moins d'étapes dans la transcription chez le prokaryote comparé à l'eucaryote. Là, on voit un peu plus en détail les modifications qui sont faites chez un organisme eucaryote
pour rendre un brin de ARNM mature, donc pour permettre au brin d'être exporté dans le cytoplasme. La molécule que vous voyez, le 7-méthylguanosine, c'est la structure de la coiffe qui est rajoutée à l'extrémité 5'. Puis ensuite, vous voyez une série de répétitions de nucléotides d'adénine à l'extrémité 3'. Donc, voilà les 3 modifications qui se font au transcrit primaire de l'ARNM afin qu'elle devienne un transcrit mature de ARNM. Les étapes de la transcription sont identiques chez le prokaryote et chez l'eucaryote. Donc, on a quand même une initiation, donc un début, où les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires doivent être brisées afin de permettre à ARN polymérase de se fixer au promoteur, donc qui est le premier site d'initiation. Une fois que ARN polymérase soit fixé au promoteur du brin non codant, il va commencer dans la prochaine étape, l'élongation. Il va commencer à rajouter des nucléotides qui flottent librement dans le milieu et produire le transcrit de ARNM qui est complémentaire au brin non codant et qui est quasiment identique au gène lui-même, le brin codant, sauf on a des uracils à la place des thymines. Ensuite, la dernière étape, qui est la terminaison. Lorsque ARN polymérase atteint le site de terminaison, une séquence spécifique d'ADN, ce site de terminaison-là va permettre au complexe enzymatique de ARN polymérase de se détacher du brin d'ADN et une fois que les autres protéines stabilisatrices sont détachées aussi du brin de ADN, l'ADN va être capable de former de nouveau ces liaisons hydrogènes et l'hélix double pourra se refermer. Comme j'ai mentionné, lors de votre activité de modélisation, on a par contre chez les prokaryotes des promoteurs à des endroits spécifiques et chez les autres eucaryotes aussi des régions promotrices à des régions spécifiques. Chez les prokaryotes, donc les bactéries, on va retrouver un premier promoteur, environ 35 nucléotides, ou si tu veux, 35 paires de bases en aval du premier nucléotide qui est réellement transcrit par ARN polymérase. Ces 2 promoteurs-là, donc le premier promoteur qui sert de site de liaison et le deuxième promoteur qui est vraiment la boîte TATA à négatif 10 nucléotides du site d'initiation ou du site de transcription, permet à ARN polymérase de se situer sur le brin d'ADN et de savoir quand commencer la transcription. Le cas est semblable chez les eucaryotes, sauf les promoteurs se retrouvent encore plus en aval, donc à 35 nucléotides ou paires de bases en aval du premier nucléotide qui est à transcrire et la boîte TATA à négatif 25 paires de bases. Pourquoi plus de distance? On soupçonne ici que le complexe de ARN polymérase 2 chez les eucaryotes, il est plus grand que le complexe de ARN polymérase chez les prokaryotes et donc nécessite plus de place avant de commencer la transcription. On peut aussi voir à l'aide de micrographie la transcription qui se passe chez les prokaryotes à la gauche, dans la première micrographie, fait voir dans le milieu, le brin qui est plus foncé représente le brin d'ADN. Puis tous les petits fragments qu'on voit à l'extrémité représentent chacun des fragments de ARNM. Donc, sur un même brin d'ADN, on peut produire plusieurs fragments de ARNM en même temps. Vous voyez le diagramme qui est schématisé sous l'image à la gauche. Vous voyez en effet la même chose. Donc, tu as un fragment d'ADN qui est en bleu dans le milieu, l'ARN polymérase qui est en rouge et la transcription qui se passe tout au long du fragment.
Chez les eucaryotes, le processus il est semblable, mais il ne faut pas oublier que la structure de l'ADN elle est différente chez les eucaryotes. Chez les prokaryotes, on a un fragment pas mal simple, un fragment circulaire, un gros chromosome circulaire. Par contre, chez les eucaryotes, l'ADN est enroulé autour des protéines qu'on appelle des histones et forme une structure quand même assez complexe qu'on appelle de la chromatine. La chromatine avait un diamètre à peu près 30 nanomètres. Donc, c'est quand même une structure qui est assez condensée. Beaucoup moins condensée que les chromosomes, mais beaucoup plus condensée que l'ADN qui est retrouvé chez les prokaryotes. Tu peux aussi avoir ici le brin dans le milieu que vous voyez, c'est vraiment l'ADN. Puis ensuite, toutes les petites branches que vous voyez à l'extrémité de ce brin-là sont des transcrits de ARN-M qui se font à l'aide de ARN polymérase 2. Ce que vous voyez dans le diagramme à la droite, en haut à la gauche, c'est l'ADN qui est beaucoup plus condensé. Donc, c'est de la chromatine ou de la superchromatine qui est beaucoup plus condensée, qui n'est probablement pas accessible pour la transcription. Donc, voici un tableau pour illustrer ou pour démontrer les différences et les ressemblances de la transcription chez les eucaryotes et les prokaryotes. Ce que vous voyez, l'écriture ou les informations qui sont en noir, sont les différences et les informations qui sont en violet ou mauve sont les ressemblances. Donc, regardons la première différence. Chez les prokaryotes, il y a un seul complexe de ARN polymérase, un seul type de complexe. La ', ceci devrait vraiment être en mauve, la lecture, par contre, de ARN polymérase du fragment d'ADN se fait toujours dans la direction 3' à 5'. Chez les eucaryotes, il y en a 3 types d'ARN polymérase. Le premier type, ARN polymérase 1, sert à transcrire les gènes qui sont utilisés pour produire des ribosomes, donc des ARN-R. Le ARN polymérase 2 produit le fragment de ARN-M et le ARN polymérase 3 produit les petits acides ribonucléiques comme les ARN-T. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de la transcription d'un gène, on parle plutôt de l'utilisation de l'ARN polymérase 2. Ce qui est en commun pour les deux, prokaryotes et eucaryotes, chacun ont des promoteurs qui sont situés en aval, donc avant le gène codant. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est la prochaine étape après l'initiation, c'est l'élongation. Donc, vraiment, c'est la production, la synthétisation du brin de ARN-M. Il faut savoir chez les eucaryotes que la forme de l'ADN, elle est différente. Elle est sous forme de chromatine, beaucoup plus condensée, beaucoup moins accessible. Et donc, l'élongation, elle est beaucoup plus lente chez les eucaryotes et beaucoup plus rapide chez les prokaryotes. Si je ne me trompe pas, un ARN polymérase d'un prokaryote peut rajouter 1000 nucléotides à la fois, 1000 nucléotides dans le même montant de temps que l'ARN polymérase 2 peut seulement rajouter 40 nucléotides pour produire le brin de ARN-M. Donc, on peut dire qu'il est plus que... Bon, chez les prokaryotes, c'est beaucoup plus rapide que chez les eucaryotes. Une dernière différence, la terminaison, donc la dernière étape de la transcription. Le ARN-M ne subit aucune modification chez les prokaryotes et est traduit directement sous forme de polypeptide, tandis que chez les eucaryotes, on doit rajouter une coiffe à l'extrémité 5', une queue poly-A à l'extrémité 3' et les complexes d'enzymes doivent exciser les introns, les sections non codantes, pour produire le fragment de ARN-M mature qui peut ensuite être exporté au cytoplasme et être traduit sous forme de polypeptide. Ceci nous apporte à l'étape de la traduction. Donc, chez les prokaryotes, suite à la production du brin de ARN messager. Chez les eucaryotes, suite à l'exportation du brin de ARN messager mature dans le cytoplasme. Regardez le premier diagramme du ribosome à midi. Okay, on suit la position des chiffres sur notre horloge. On peut voir que
chaque ribosome est un complexe de ARNM et de protéines. La grosse sous-unité, on l'appelle la 60S et la petite sous-unité, on l'appelle la 40S. Sur ce complexe de ribosomes, il y a 3 positions. Les positions servent de site de liaison pour les ARNT. Donc, la première position est indiquée par la lettre A, la deuxième position par la lettre P et la dernière position par la lettre E. Ce qu'on peut voir, c'est un ARNT présentement. La traduction a déjà débuté. Donc, tu as déjà un ARNT en mauve à la position P avec une chaîne de 4 acides aminés pour débuter la chaîne de polypeptides. À la position A, tu vas avoir un nouveau ARNT qui va venir faire des liaisons hydrogènes avec le fragment de ARNM. Donc, sur le ARNT, on va retrouver un anticodon qui est complémentaire au codon qui se retrouve sur le ARNM. Si on regarde la prochaine étape, la deuxième étape, il y a une enzyme qui n'est pas illustrée, mais qui est nommée peptidyltransférase, qui va faciliter ou permettre la formation d'une liaison peptidique entre la chaîne de polypeptides, donc les 4 acides aminés, et le nouveau acide aminé qui vient d'arriver, qui est rattaché au ARNT dans la position A. À la deuxième étape, ici, la formation de la liaison peptidique, on voit que la liaison entre le 4e acide aminé et le 5e a été faite. Là, ce qui arrive, c'est la translocation à l'étape 3. Donc, le complexe ribosomal avance d'une place. Donc, le ARNT qui était à la position A se retrouve maintenant à la position T. Le ARNT mauve qui était à la position P se retrouve maintenant éjecté. On ne lui permet pas de faire des liaisons hydrogènes entre son anticodon et le codon sur le brin ARNM. Et le site A est encore libre, donc il est libre de nouveau. Et ce site va accepter un ARNT qui est complémentaire, qui a un anticodon qui est complémentaire au codon sur la ARNM et le processus continue jusqu'à ce qu'on rencontre un codon stop ou un codon arrêt. Un codon qui n'est pas associé à un acide aminé en particulier. Un ARNT avec cet anticodon, un anticodon stop, va atterrir dans la position A et lorsque peptidyltransférase facilite la liaison peptidique, il n'y a pas de nouvelle acide aminé. Et donc, la chaîne polypeptidique va être relâchée et cette chaîne polypeptidique peut ensuite prendre sa structure secondaire, donc feuille bêta ou hélice alpha, sa structure tertiaire, donc forme globulaire, et peut-être même sa structure quaternaire, comme on voit chez l'hémoglobine avec les 2 sous-unités, alpha et bêta. Donc, voici notre séquence d'événements en ordre. Essayez d'expliquer les étapes une à la fois. Donc, la grosse flèche démontre le mouvement du ribosome d'une place vers l'avant. Le ribosome va aussi avancer dans cette direction, 3'. Voici la structure à 2 dimensions d'une molécule de ARN de transfert ou une molécule de ARNT. On voit c'est un fragment de ARN, mais qu'il y a des sections sur ce fragment-là qui sont complémentaires, qui permettent à l'ARNT de former 3 boucles. Tu as une boucle qui contient l'anticodon et 2 autres boucles structurelles. Et tu as une extrémité qui a un groupement OH, donc c'est l'extrémité 3' du brin de ARN, qui permet la liaison avec l'acide aminé. Ce que vous voyez en bas à la droite, c'est la structure à 3 dimensions d'un ARNT. Donc, on sait, lorsqu'on dessine une molécule à 2 dimensions, elle est beaucoup plus simple. Mais à 3 dimensions, on fait voir que l'anticodon se retrouve à peu près à la même position, donc dans le bas. Et ces 2 ARNT ont déjà un acide aminé rattaché. Donc, on a phénylalanine pour le premier ARNT et aspartate pour le deuxième.
L'anticodon, okay, ici, doit être complémentaire au codon qui se retrouve sur le fragment de ARN M. Donc ici, l'anticodon est guanine, adénine, adénine, et donc le codon sur le fragment de ARN M doit être cytosine, uracile, uracile, qui veut dire qu'à l'extrémité 3' ici du ARNT, en utilisant le code génétique, on devrait être capable de déterminer l'acide aminé qui sera rattaché. Excuse-moi, il y a plein de flèches qui sont apparus sur mon écran. Donc, si on utilise le code génétique ici, on doit rechercher ici le codon. Donc, tu dois chercher le... Ceci nous amène aux mutations monogénétiques, donc des mutations qui vont affecter soit un ou juste quelques nucléotides. Donc, tu peux avoir une mutation ponctuelle que vous aviez probablement déjà étudiée. Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide dans la séquence d'ADN. Et parmi les mutations ponctuelles, on peut avoir des substitutions, des délétions ou des insertions. Les substitutions, c'est vraiment une mutation génétique qui substitue ou qui change un nucléotide pour un autre. Donc, tu peux imaginer dans une substitution, il n'y aura probablement pas grand effet sur le polypeptide résultant. Tandis qu'une délétion, si on omet ou on supprime complètement un nucléotide, toute la trame de lecture des codons va être modifiée. L'insertion est aussi une modification de la trame de lecture parce qu'on rajoute un nucléotide qui va décaler la lecture de tous les codons par la suite. Tu peux avoir des mutations dans le cadre de lecture. Comme j'ai mentionné, la délétion et l'insertion sont des mutations qui vont changer complètement la séquence du polypeptide. Tu peux avoir des mutations qui sont silencieuses. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une substitution dans un codon à la 3e position dans le codon. Souvent, parce qu'on a une répétition, une redondance dans le code génétique, la 3e position du codon, même si elle est changée, code pour le même acide aminé. Donc, il n'y aurait aucun changement. Même s'il y a une mutation ponctuelle, qui est une substitution, la mutation, elle est silencieuse parce qu'il n'y a aucun changement dans le polypeptide. C'est aussi possible d'avoir des mutations qui affectent le polypeptide. Donc, par exemple, une mutation faux sens. Une mutation faux sens, c'est lorsque tu as une mutation de soit un nucléotide ou quelques nucléotides qui va changer le polypeptide à l'intérieur, qui va changer un acide aminé dans le polypeptide. On sait que les polypeptides ou les protéines complètes ou fonctionnelles peuvent être de taille quand même importante. Donc, tu peux avoir une protéine formée de 1000 acides aminés. Si on a une mutation faux sens dans l'ADN, dans le gène qui code pour cette protéine, c'est possible de changer un acide aminé et que ça n'a pas un grand impact sur la fonction de la protéine. Mais si tu as une mutation faux sens, donc on a substitué un acide aminé pour un autre dans le polypeptide, et que cette mutation se retrouve dans le site actif d'une protéine, les chances, ou le site actif d'une enzyme, les chances sont plus fortes que la fonction de l'enzyme va être affectée par la suite. Tu peux avoir des mutations qui sont non-sens, donc ceux-ci peuvent être beaucoup plus sévères parce que tu insères à l'intérieur de la séquence du polypeptide, là où on est censé d'avoir un codon pour un acide aminé en particulier, on insère à la place un codon stop, un codon arrêt. Donc, on a ici, dans l'exemple, le premier diagramme à la gauche, on a une mutation ponctuelle, donc une substitution ici de le nucléotide C pour le nucléotide U. Tout d'un coup, on avait au codon où on avait codé un acide aminé, on a maintenant un codon stop, qui veut dire que le polypeptide sera tronqué, il sera plus court qu'il ne devrait l'être, et les chances sont qu'il ne pourra pas prendre sa forme à 3 dimensions et donner une protéine fonctionnelle.
Il est aussi possible d'avoir des mutations chromosomiques, donc des mutations qui vont affecter un seul ou quelques nucléotides dans la séquence d'ADN, mais ce sont des mutations qui affectent des grandes sections d'un chromosome. Ces mutations se passent plutôt pendant la méiose, donc lorsque l'ADN est sous forme de chromosome, et lorsqu'elle forme des tétrades et poursuit l'enjambement. On sait que l'enjambement, donc l'échange de matériel génétique entre les chromosomes homologues, c'est un processus naturel qui donne la variation génétique. Mais c'est possible sur un même chromosome d'avoir une délétion, donc toute une section avec plusieurs gènes qui est complètement supprimée. Donc ces gènes sont perdus. Les cellules qui vont hériter cette mutation de délétion ne pourront pas exprimer les gènes qui ne sont pas présents. C'est aussi possible d'avoir une duplication, donc une section entière du chromosome, est répétée une deuxième fois ou une troisième fois ou une quatrième fois. Ceci se passe très souvent. C'est pour ça qu'on voit dans notre génome plusieurs copies du même gène à cause de ces mutations qui sont spontanées, qui sont quand même naturelles. Nous avons vu au Centre des sciences, nous avons isolé un gène, puis à l'intérieur de ce gène, il y avait une séquence de répétition. Donc, ces séquences de répétition sont héréditées, mais sont aussi dues aux duplications avec le temps. Tu peux aussi avoir une inversion, donc une section complète d'un chromosome qui est excisée, donc qui est cassée et qui est inversée. Donc, si la direction est inversée, imagine, tout le code est ensuite inversé. Donc, essaye de lire une phrase dans un paragraphe qui est complètement inversé. Donc, lire une phrase de reculons, par exemple. Évidemment, le polypeptide ou les polypeptides résultant de ces gènes seront donc fonctionnels. Il est aussi possible d'avoir une mutation chromosomique qu'on appelle la translocation réciproque. La translocation ressemble énormément à l'enjambement. Lorsque ceci se passe entre des chromosomes homologues, ça permet de la variabilité génétique. Donc, ce sont les mêmes gènes, mais différentes versions du gène, les différents génotypes qui sont échangés. Mais une translocation réciproque, une translocation qui se passe entre deux chromosomes non homologues, va causer des problèmes. Puis, on a des trisomies, par exemple le syndrome de Down, où on ne voit pas complètement un troisième chromosome numéro 21, mais qui peut être le résultat d'une translocation. Donc, un fragment du chromosome ou un bras, une grosse section du chromosome 21 est transloqué et se rattache sur un autre chromosome dans le génome. Et donc, on finit quand même par avoir plus que 2 fois l'information génétique contenue sur le chromosome numéro 21, qui donne une forme du syndrome de Down. Donc, il existe plus qu'une forme de syndrome de Down. Quelles sont les causes de ces mutations? Mais tu peux avoir des agents naturels, des types de gènes qu'on appelle des transposons. On donne un genre de sobriquet à ces gènes-là, on les appelle des gènes sauteurs. Ce sont des sections d'ADN qui peuvent se faire exciser à l'aide d'un complexe qu'on appelle un complexe actif de transposase, l'enzyme transposase. Sont excisés, donc sont retirés, et sont insérés ailleurs dans le chromosome, dans un autre chromosome, dans une autre section du génome. Ceci, évidemment, va induire une mutation dans le gène si le transposon s'insère en plein milieu du gène ou si le transposon s'insère en plein milieu d'un promoteur pour un gène même. Tu peux avoir des agents externes, donc les agents internes les transposons sont des agents naturels que tout le monde a à l'intérieur du génome, les gènes sauteurs. Mais les agents externes sont des choses qu'on peut évidemment éviter. Les agents externes, on les appelle des mutagènes. Vous en aviez probablement déjà étudié. Donc, les mutagènes physiques, par exemple, le rayonnement X. Le rayonnement X induit des mutations. Le rayonnement ultraviolet induit aussi des mutations. Si on regarde les rayonnements ultraviolets, on va former ici des dimères de pyrimidine. Donc, on va former des genres de liaisons physiques entre 2 pyrimidines, donc 2 cytosines, 2 thymines ou une cytosine et une thymine. Et ce qui arrive en formant des liaisons entre ces
deux nucléotides sur le même brin d'ADN, c'est qu'on change la configuration en 3 dimensions de l'ADN. Et donc, lorsqu'on arrive à la réplication de l'ADN ou la transcription de cet ADN, la réplication cause une mutation. Donc, le nouveau brin d'ADN qui est formé va insérer un nucléotide qui est non apparié à cause de la forme à 3 dimensions. Il existe aussi des mutagènes chimiques. Ces mutagènes, on les retrouve dans plusieurs produits qui contiennent des nitrites. On les retrouve aussi dans la vapeur d'essence et, comme vous le savez probablement, aussi dans la fumée de cigarettes. Donc, ce sont des produits chimiques, des molécules ou même des composés chimiques qui peuvent causer des mutations à l'ADN. Donc, on peut prendre, par exemple, même les agents oxydants. S'ils sont trop consommés, même qu'il y en a une occurrence naturelle dans le corps, tu peux consommer des agents oxydants qui vont aussi induire des mutations dans l'ADN. Il existe des mécanismes de réparation d'ADN. Donc, si on prend par exemple la photoréparation, des mutations qui ont été causées par le rayonnement ultraviolet. Il y a des enzymes qui peuvent reconnaître cette malformation dans la structure à 3 dimensions de l'ADN et qui peuvent exciser, donc enlever les nucléotides qui sont impliqués et ensuite les faire remplacer par ADN polymérase et créer des liaisons entre les groupements phosphates et les sucres à l'aide de ligase. Il ne faut pas oublier que les mutations n'ont pas toujours des effets néfastes. Les mutations ont aussi des effets positifs. Les effets positifs qui donnent un phénotype qui est avantageux à l'organisme, si cet organisme suit les lois de la sélection naturelle, va probablement avoir un avantage à la survie et ou à la reproduction. Donc, ceci peut mener à une évolution. Lors de la réplication de l'ADN, ADN polymérase est capable de réparer plusieurs mutations avant même qu'ils se manifestent sous forme de phénotype. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, après cette réplication de l'ADN, qu'il y a d'autres mécanismes qui existent à l'intérieur de la cellule, comme la photorespiration, et des réparations qui sont non spécifiques, qui peuvent simplement reconnaître des problèmes de structure dans la molécule d'ADN et les réparer avant que l'ADN est transcrit et traduit, donc avant la manifestation du phénotype.